Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h31, merci d'être avec nous. Nous allons beaucoup parler dans les jours qui viennent, évidemment, du projet de loi immigration défendu par le ministre de l'Intérieur. Alors, il y a certaines dissensions au sein même du gouvernement sur plusieurs articles de ce projet de loi que nous ne connaissons pas encore dans le détail. Encore une fois, je pense que le ministre de l'Intérieur, s'il n'y a pas annulation, sera mon invité lundi matin. Donc, je vais pouvoir lui poser toutes les questions voulues sur ce projet de loi. Avec nous pour en parler, Élodie Journeau, qui est avocate en droit des étrangers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous allons avoir au téléphone Philippe Fontana, qui est avocat au barreau de Paris, auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Vous me direz quand... est-ce que Philippe Fontana est là? Non, pas encore. Bien. Il va être là. Allez, bon, regardons un peu ce que l'on sait déjà. Ce que l'on sait. Élodie Journeau. Expulsion de tous les étrangers qui ont commis des délits graves et des crimes. Ça, c'est le retour de la double peine. C'est pas le retour de la double peine, puisque ça existe déjà, en fait. Bon. Le problème, c'est peut-être la mise en œuvre, mais à la base, on a déjà dans notre droit la possibilité de retirer les titres de séjour et d'éloigner les personnes qui ont été condamnées. C'est-à-dire que je suis étranger, je suis en France, oui. Régulièrement. Bien sûr. J'ai un titre de séjour, par exemple. Je commets un crime. Oui. Je commets un délit grave. Je ne parle pas d'un excès de vitesse. Un délit grave, je peux être expulsé. Bien sûr. Aujourd'hui, je peux être expulsé. Ah, mais bien sûr. Donc, ça change. Donc, la loi ne changera rien. Ben, c'est beaucoup d'esbrouf pour l'instant. Mais je ne le suis pas expulsé. Alors, ce sont des services qui sont différents, mais la France nous a même montré que sans être condamné, récemment, on avait pu aussi éloigner quelqu'un qui avait un titre de séjour et qui était là depuis très longtemps. Oui, oui. Mais c'est logique ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes avocate en droit dites-nous, en droit des étrangers. Juridiquement, les États ont le droit de contrôler les personnes qui sont sur leur territoire et les personnes qu'ils peuvent éloigner de leur territoire. Oui. En l'espèce, c'est une question de sécurité nationale. Si quelqu'un s'est rendu coupable d'un crime, d'un délit qu'il a été condamné, oui, la France peut décider, en respectant un certain nombre de principes, d'éloigner les personnes, bien sûr. Oui, mais si cette personne a purgé une peine de prison en France... Alors, il y a deux choses différentes. Il y a, dans la condamnation pénale, la possibilité pour les autorités judiciaires de prononcer des interdictions du territoire. Et il y a aussi, en droit administratif, donc indépendamment de la question de la condamnation pénale, la possibilité pour les préfectures de décider de l'éloignement de quelqu'un et de lui interdire le retour. Ça, c'est la double peine. On peut l'appeler comme ça si vous le souhaitez. Bon, non, moi je souhaite pas particulièrement. Élodie Journeau, ça veut dire que si je suis un étranger, en situation régulière, je commets un crime, je suis jugé, je suis emprisonné. En sortant de prison, je peux être expulsé. Il peut y avoir une décision qui est prononcée pour votre éloignement, bien sûr. Pour un éloignement, bien. Autre chose, expulsion d'un étranger fiché FSPRT, quel que soit l'âge de l'entrée en France. Mais pareil, ça existe déjà. En fait, on n'arrête pas de nous dire, notamment depuis plusieurs jours, que toute personne qui serait rentrée avant l'âge de 13 ans, c'est impossible de les expulser. C'est faux. C'est faux. Le texte du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dit très expressément, si la personne représente une menace à l'ordre public, le renouvellement de son titre de séjour peut lui être refusé, la délivrance de son titre de séjour peut lui être refusée, et la personne, de fait, si elle est en situation irrégulière, pourra être éloignée, bien sûr. Oui, mais je comprends. Mais il y a des recours. Il y a des recours parce qu'on est un état de droit. C'est normal. Et qu'il est important que des autorités judiciaires puissent avoir un regard sur une décision. De la même manière que si on vous refuse votre carte grise, vous avez le droit de faire un recours. Si on estime que vous êtes quelqu'un de potentiellement dangereux, on peut prononcer une décision à votre encontre qui va permettre votre éloignement. Vous avez le droit de faire un recours. Par contre, essayer de nous dire que ces personnes-là disparaissent dans la nature pendant le temps du recours, 1, c'est faux. 2, il y a des moyens, si l'État estime que la personne est suffisamment dangereuse, de limiter sa liberté d'aller et venir pour permettre cet éloignement. Et ça existe déjà.
Alors, nous allons mettre en ligne Philippe Fontana. Philippe Fontana, dans 2 minutes, sera avec nous. J'ai encore un autre article, parce que ce projet de loi va comporter de très nombreux articles. Oui. J'ai un autre article. Alors, le titre de séjour retiré lorsqu'il y a, chez un étranger en situation régulière, encore une fois, l'adhésion à une idéologie radicale. Ça pourrait être contenu, ça pourrait être faire partie du projet de loi. Alors, j'entends l'idée C'est-à-dire, je suis étranger, j'ai un titre de séjour, mais sur les réseaux sociaux, je partage, je sais pas quoi, une vidéo, par exemple, du Hamas ou de l'État islamique. On rentre directement, du coup, dans le cas de l'imam Iqiyoussen, par exemple, puisqu'il n'y avait pas eu de condamnation judiciaire. Par contre, il y avait eu partage d'un certain nombre d'éléments. En soi, je ne vais pas me prononcer sur le fait d'être pour ou contre, parce que c'est pas pour ça que vous m'avez invité. Non, c'est pas pour ça. La question juridique, ici, c'est la définition. Oui. Parce que si on part du principe que toute personne qui a potentiellement sur son ordinateur une vidéo de décapitation de Daesh ou de qui que ce soit, peut potentiellement être poursuivi et expulsé. Dans ce cas-là, la moitié de mes confrères qui font du droit international pénal, du droit pénal, et qui sont dans des affaires terroristes, leurs affaires peuvent être saisies. Donc il faut une définition. Le problème, il est en termes de définition. Je ne sais pas si on partage un discours, quelqu'un qui partage un discours extrémiste, islamiste. Dans ce cas-là, bien sûr qu'il y a des possibilités aussi de poursuite. Il y a un système à mettre en place avec des définitions. À partir du moment où vous avez une législation qui est claire sur ce qui peut faire l'objet de poursuite et ce qui pourra mener à votre expulsion, juridiquement, ça se tient. Le durcissement du regroupement familial. Vous avez vu ça, nous verrons ce qu'il y a dans le texte. Je ne sais pas comment peut-on durcir le regroupement familial. Alors c'est une très bonne question, parce que le regroupement familial, ça fait partie de la législation française, ça fait partie de la législation européenne, ça fait partie surtout des droits de l'homme. En fait, c'est le droit au respect de sa vie privée et familiale, et il y a déjà des conditions qui limitent le regroupement familial. Vous n'avez le droit de faire venir que vos enfants mineurs. Ou ceux qui étaient mineurs au moment de votre demande, et votre conjoint ou votre partenaire de longue date. Vous n'avez pas le droit de faire venir vos parents, vous n'avez pas le droit de faire venir vos frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de faire venir vos cousins. Et le droit au respect de sa vie privée et familiale, on n'a pas le droit d'aller contre ce principe-là et de le limiter sous prétexte que vous êtes marocain ou espagnol ou américain. En l'occurrence, il y a une égalité de traitement de la part de l'administration. Donc, vous pouvez durcir les critères si vous le souhaitez, mais dans ce cas-là, ils sont durcis pour tout le monde. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, évidemment. Vous n'allez pas choisir la nationalité de celui à qui vous permettez un regroupement familial. Durcir, mais qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Bon, bien, il est 9h38, on va observer une petite pause. J'espère que Philippe Fontana va pouvoir se joindre à nous, mais c'est très intéressant, Élodie Journeau, ce que vous nous dites, parce que vous précisez les choses. Il faut être précis. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. C'est intéressant de parler des droits des étrangers qui sont en France. Encore une fois, en situation régulière. Je voudrais quand même parler des étrangers en situation régulière. Bien, les droits et les devoirs des étrangers en situation régulière également, évidemment. Alors, le débat sur le futur projet de loi immigration de Gérald Darmanin, dont on ne connaît pas encore tous les détails, on en saura un petit peu plus encore une fois lundi matin, j'espère que Gérald Darmanin sera avec nous. Je pense, oui, il a promis, donc je pense qu'il tient sa parole. Il est 9h43, Élodie Journeau est avec nous, avocate en droit des étrangers, et puis Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Philippe Fontana, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc on parlait avec Élodie Journeau de l'expulsion de tous les étrangers qui ont commis des délits graves et des crimes. C'est déjà possible, Philippe Fontana. Très difficilement, parce que vous avez des étrangers qui bénéficient d'une protection absolue. Et même en cas de condamnation, s'ils résident en France, jusqu'à l'âge de 13 ans et qu'ils sont encore sur le territoire national, ils sont extrêmement difficilement expulsables. Mais est-ce qu'ils sont expulsables ou pas ? Je vais vous donner un exemple. Un étranger qui, de 1991
à 2019 avait commis 42 délits, n'a pas pu être expulsé. Pourquoi ? Parce qu'il est entré en France au moins avant l'âge de 13 ans et depuis, il s'y est maintenu. Donc, dans ces conditions, sauf s'il a commis des actes de terrorisme, sauf s'il a pris à partie d'autres personnes sur des questions de haine, et s'il est en état de polygamie, dans ces cas-là, il peut être expulsé. C'est le bénéfice de la protection absolue à ces personnes-là. C'est juste une dérogation. Mais alors, est-ce qu'il faut lever ? Là, je vous demande, c'est une opinion, et puis le 10 journaux va vous répondre. Est-ce qu'il faut lever cette possibilité de ne pas être expulsé? Est-ce qu'il faut expulser systématiquement tous les étrangers qui ont commis des délits graves et des crimes, et notamment les étrangers qui sont fichés, qui sont entrés en France dès le plus jeune âge? Monsieur Bourdin, je ne vais pas vous donner une opinion, je vais vous rappeler l'état du droit avant l'arrivée des socialistes en 1981. Avant l'arrivée des socialistes et la loi de fer d'octobre 81, l'autorité administrative pouvait expulser tous les étrangers qui représentaient une menace grave pour l'ordre public sous le contrôle du juge administratif. Et je peux vous dire qu'à l'époque, le juge administratif ni l'administration n'avait la main qui tremble. Donc peut-être qu'il faudrait revenir, mais encore une fois, c'est la volonté des Français. Vous dites qu'on ne connaît pas encore le projet de loi de Gérald Darmanin. Je vous rappelle qu'il y a déjà 8 mois, en mars 2023, la commission des lois avait adopté un projet où il y a des avancées. L'article 9 sur les expulsions, elles sont facilitées. L'article 10 sur la possibilité de renvoyer une personne en séjour irrégulier en sortant des exceptions que je vous ai rappelées. Et l'article 13 qui conditionne l'octroi d'un titre de séjour au respect de certaines valeurs républicaines. C'est-à-dire qu'on en revient au minima. On en revient à ce qui était la règle avant 1981. Ah non, pas du tout. Il y a une légère... Vous dites que c'est un minima. Très légère avancée. Alors, il y a une très légère avancée. Ce serait une avancée pour vous. Là, c'est une opinion. Mais bon, vous êtes précis, vous dites on en revient, on est au minima. Bon, c'est une opinion, hein, Philippe Fontana. Vous en êtes d'accord? Non, je donne pas d'opinion, je vous donne l'avancée du droit, l'état du droit. D'accord. Ok, il y a très 20 bien. ans, il y a 40 ans et aujourd'hui. Bon. Je laisse nos auditeurs exprimer leur opinion. Vous avez bien raison. Bien, Élodie Journeau, vous venez d'entendre Philippe Fontana, qui est avec vous, là. Que dites-vous de votre côté? Que lui dites-vous? Je suis navrée de contredire mon confrère, il n'y a pas de protection absolue contre l'éloignement. L'exemple qui a été donné donc d'une personne qui aurait commis 42 délits ou crimes entre telle date et telle date, comme il est rentré avant l'âge de 13 ans, lorsque la décision d'éloignement a été prise et qu'il a fait des recours, les autorités judiciaires ont dû évaluer d'une part la dangerosité de la personne, d'autre part ses attaches en France, d'autre part tout un tas de critères. Donc ce sont des juges qui ont décidé que éloigner la personne serait disproportionné par rapport à la potentielle dangerosité de celle-là. Éloigner, ça veut dire expulser, hein, que les choses soient claires. Oui, c'est un terme administratif. Employons les mots, hein, parce que oui, bien sûr, c'est la même chose. Alors vous savez, on a maintenant des pudeurs comme ça. Non, c'est le terme administratif. C'est le terme, mais l'administration a des pudeurs. Non, oui, mais c'est le terme du droit administratif. Oui, on parle d'éloignement. Non, mais Élodie Journeau, c'est expulsé. Voilà, mais c'est la même chose. Mais donc, on ne peut pas résumer et généraliser avec un seul cas. Il y a un nombre... Mais il y a beaucoup d'étrangers. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers comme ça, qui sont en situation régulière, qui sont expulsés? Il faut distinguer les différents services qui interviennent. Oui. On a, au niveau de l'éloignement, des dysfonctionnements selon justement les autorités qui sont en charge de l'éloignement, mais ça n'a rien à voir avec justement le nombre d'étrangers en France ou le nombre d'entrées d'étrangers en France. Il faut dans ce cas-là une meilleure communication entre les services, notamment les services judiciaires, les services de la sécurité au ministère de l'Intérieur et les services de l'éloignement. Philippe Fontana? Alors je vais vous donner un exemple sur le mise en cause dans l'assassinat du professeur Darras. Il bénéficiait d'une protection tellement absolue qu'il avait été placé en garde à vue cette année pour avoir frappé sa mère. Eh bien, frapper sa mère, lorsque vous rentrez en France et que vous êtes rentré en France avant l'âge de 13 ans, la protection est tellement absolue que ce n'est pas une dérogation, contrairement à d'autres catégories d'étrangers. Donc vous voyez,
quand on me dit que c'est pas une protection absolue, elle est quasiment absolue. Je voulais revenir sur la distinction entre expulsion et éloignement. On parle d'éloignement lorsque les étrangers n'ont plus le statut régulier en France. Soit ils sont rentrés sous la forme d'un visa et ils se sont maintenus après les 3 mois de possibilité de rester en France avec un visa touristique, soit ils ont vu leur titre de séjour ne pas être renouvelé. Et dans ces cas-là, ils sont frappés d'une OQTF. Une OQTF en 2021, vous en avez eu 125 000. Vous avez eu seulement 16 000 personnes qui ont été placées dans un centre de rétention administratif et sur ces 7 000 personnes, il y en a à peu près 7 000 qui ont été renvoyées dans leur pays. Donc vous voyez la difficulté. Eh bien, une personne qui est frappée d'un OQTF, une obligation de quitter le territoire français, elle recevra les mêmes protections relatives ou absolues que les personnes qui vont être expulsées. Expulsées, c'est lorsque vous représentez une menace pour l'ordre public, une menace grave. L'éloignement, la reconduite à la frontière, c'est quand vous n'avez plus de titre de séjour en France. Élodie, journaux. Alors, on distingue donc, si on le souhaite, dans la sémantique, les expulsions de l'éloignement. Le résultat est le même, c'est faire quitter la personne, quitter le territoire français à la personne. Sur les obligations de quitter le territoire, il faut prendre en compte le fait que les statistiques que l'on nous donne ne sont pas bonnes. On nous donne exclusivement le nombre de personnes qu'on a réussi à expulser. Alors, s'il vous plaît, dans ce cas-là, que les autorités nous donnent les chiffres du nombre de décisions qui ont été annulées par la justice, ou le nombre de décisions qui ont été retirées par la préfecture qui s'est rendu compte aussi qu'elle avait commis une erreur. C'est-à-dire expliquez, parce que lorsque Philippe Fontana parle en 2021, 121 000 au QTF. Voilà, donc... Bon. Par exemple, j'assiste, entre autres, des jeunes majeurs qui étaient mineurs non accompagnés, qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avec une association. Ces jeunes se sont intégrés, sont allés à l'école, ont fait des formations et donc remplissaient les critères de délivrance d'un titre de séjour. Oui. Pour certains, on avait eu le temps de déposer les demandes, pour d'autres, on n'avait pas eu le temps et ils se sont fait contrôler dans la rue, ce qui est normal, on a le droit de contrôler les personnes pour vérifier leur situation administrative. 75% des obligations de quitter le territoire prononcées à l'égard des jeunes qui sont suivis dans ce service ont été annulées. On en parle quelque part de ces statistiques-là et donc elles ont été annulées. Sur les 121 000 au QTF, combien ont été annulés ? On ne sait pas. C'est pas moi qui ai les chiffres. Philippe Fontana ? Non, mais l'important, comme disait mon confrère, c'est la réalité de l'éloignement. Oui. Vous avez une jurisprudence, des juridictions administratives qui sont très soucieuses de la proportionnalité, de l'intensité de la vie familiale. Donc c'est vrai que vous avez une jurisprudence bienveillante. Mais l'important, c'est de savoir si un étranger qui a une obligation de quitter le territoire, eh bien, l'exécute, quitte à redemander un visa pour entrer sur le territoire national. Après, pour moi, l'important, c'est d'appliquer la loi. Moi, je rappelle que dans l'affaire du terroriste Mabouchkov, eh bien, ce sont les Mabouchkov, exactement. Ce sont les associations qui, par leur action, en 2014, c'est vrai. Les associations, c'est-à-dire que cette personne, l'OFPRA lui a refusé le droit à l'asile en France. La CNDA, contrairement à la famille de l'assassin de Samuel Paty, avait refusé son recours, et ce sont des associations, dont la CIMAD, qui ont tout fait pour que cette personne et sa famille restent sur le territoire français, nonobstant une décision juridictionnelle. Donc moi, j'ai le sentiment que lorsque la justice se prononce pour l'expulsion des étrangers, eh bien les associations font tout pour qu'ils restent, et quand la justice se prononce pour le maintien des étrangers sur le territoire national, eh bien dans ces cas-là, les associations appellent au respect. Mais Philippe Fontana, puisque vous prenez l'exemple de Mabouchkov, je voudrais apporter 2 précisions qui sont très importantes en ce qui concerne Mabouchkov. Est-ce que vous savez pourquoi la famille il y avait une volonté d'expulser la famille en 2014 ? C'est parce que la famille avait menti. Le père avait menti. Je vais vous expliquer pourquoi le père avait menti. Parce qu'il s'était prétendu tchétchène. Or, il n'était pas tchétchène, il était ingouche. Et tchétchène, il avait prétendu qu'il était en Tchétchénie
Tchétchénie victime des Russes et qu'il était résistant et qu'il avait souffert qu'il ne pouvait plus vivre en Tchétchénie. Or, c'est faux, puisqu'il était ingouche. Monsieur Bourdin, c'est ce qu'on appelle un récit stéréotypé, dont la plupart, ce sont les associations qui le rédigent au bénéfice des faux demandeurs d'asile qui viennent en France pour des raisons d'abord économiques. D'autre part, je voudrais... Oui, vous avez raison. Philippe Fontana, je voudrais préciser en ce qui concerne Mobouchkov, une autre chose, c'est qu'il est russe, il a un passeport russe, et aujourd'hui, nous ne pouvons pas expulser des Russes. Non mais à l'époque, Monsieur Bourdin, on pouvait très bien expulser des Russes. À l'époque, c'est l'action de la CIMAD. La CIMAD est pour l'accueil inconditionnel des étrangers en France et pour l'abolition des frontières. Deuxièmement, la CIMAD est une association d'extrême gauche qui a communiqué sur l'offensive du Hamas au lieu de préciser que c'est une organisation terroriste et qu'elle a justifié l'offensive du Hamas, comme ils disent, par l'oppression généralisée des Palestiniens et a estimé que l'Israël menait une politique d'apartheid. Donc ce sont ces associations qui reçoivent de l'argent de l'État pour aider les étrangers et qui demandent l'asile et pour aider les étrangers qui sont dans des centres de rétention administrative en attente de leur reconduite à la frontière. Élodie Journeau. Alors, pour répondre sur les différents points. Le premier, la bienveillance de la jurisprudence. Il faut distinguer la législation et les décisions de justice. La législation, c'est la loi, on l'applique, les juges appliquent la loi, les juges prennent aussi en compte tout un tas de critères que le législateur n'est pas capable d'envisager à 2000% au moment de l'écriture du texte. C'est pour ça justement qu'on a une évolution du droit. Donc moi je ne trouve pas la jurisprudence particulièrement bienveillante. La jurisprudence, elle respecte la législation et elle interprète au vu de l'évolution justement du droit, de la réalité, de la situation de tout le monde. Sur les associations qui encouragerait donc les faux récits et empêchant l'expulsion. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2014. Mobouchkov, c'est un faux récit. C'est un faux récit. C'est pour ça que c'est si important de préciser. Mais si. C'est pour ça qu'il est si important de préciser qu'il n'était pas tchétchène. Parce qu'il s'est servi des Tchétchènes pour essayer de rester en France. Je ne le nie pas. D'accord, je ne suis pas là pour défendre la famille Mogouchkov avec un G. Je ne suis pas là pour la défendre. Je ne suis pas là pour défendre ce monsieur. Il aura justement la condamnation qui correspondra aux actes pour lesquels il aura été condamné. Ce que je veux dire, c'est que les associations qui interviennent déjà dans les centres de rétention administrative, de la même manière que les avocats qui peuvent intervenir en assistance d'une personne qui est accusée en droit pénal ou d'une personne qui dépose une demande d'asile, sont là pour les assister. On n'est pas là pour mettre, ni les associations ni les avocats, pour mettre des histoires dans la bouche des gens. Il y en a des fausses histoires, oui, mais il faut arrêter d'accuser les associations en disant que ce sont des associations d'extrême gauche, qu'elles sont là pour un accueil inconditionnel. Je travaille avec la CIMAD depuis suffisamment longtemps, je peux vous assurer que ça n'est pas une position qui est ouverte ou généralisée ou signée dans les statuts. Donc, le fait qu'il y ait un refus d'asile ne veut pas dire que la famille n'a pas eu le temps j'en ai pour 1 minute, n'a pas eu le temps de s'intégrer ou autre chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2014. Mais de fait, les récits stéréotypés, les récits faux, il y en a, mais c'est à distinguer ensuite entre les différents services. Bien, merci beaucoup maître, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Le temps passe vite, il est 9h57, c'est normal, il faut que nous cessions. Tout de suite après les infos Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent Bruno Jeudi, le journaliste, et Jean-Christophe Tortora, président du Média à la Tribune. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.